Il est là depuis toujours. Et avant toujours. Si seulement nous pouvions le savoir. Salut les auditeurs, auditrices et bienvenue dans une galaxie, un espace-temps, une autre dimension dont vous vous êtes justement téléportés et vous vous êtes retrouvés avec nous, vos podcasteurs, du podcast dont vous êtes le héros. Est-ce que je rêve ? Salut Fred. Salut Xav, salut les auditeurs, et c'est cool de se retrouver cet été. Et tu dis on a été téléporté, et en fait on se retrouve quand même en terrain connu, parce que là on fait un défi fantastique, on en fait pas si souvent en fin de compte, on en a quand même couvert pas mal. Et là c'est un défi fantastique tardif, et nous souvent, en fait c'était une proposition déjà de Patreon, nous la couverture nous avait toujours intrigué. Donc on a craqué, et vous devez le savoir pour ceux qui suivent l'actualité, c'est les mondes de l'Aleph. Tout un titre déjà qui résonne bien. Ouais, absolument, un nom qui résonne vraiment bien, c'est une couverture, tu pouvais pas mieux le dire, c'est une couverture qui nous mystifiait, nous intriguait, nous donnait envie d'en savoir plus, je t'admets que ça nous démangeait, hein Fred, c'était un peu une sélection au vote qui était toujours présente, et ben voilà, comme l'a dit Fred, c'est ça, c'est un livre, un défi fantastique choisi par nos Patreons. Si jamais ça vous démange de pouvoir voter pour un prochain livre, n'hésitez pas à nous rejoindre sur Patreon /PDVELH. Yo, Fred, une chouille de pub, c'est fait. Alors, quoi de neuf dans le courrier des lecteurs ? Bah, regardez ce que je vais faire à Fred. Je vais te rendre heureux et triste en même temps, Fred, car le mois prochain, c'est la fin de La Voix du Tigre. Putain, mais pourquoi tu me dis ça comme ça, là Bah ouais, putain, oui, c'est vrai. Mais très content de continuer, parce que... grosse frustration sur la Voix du Tigre, hein, ça a été mis de côté pendant 4 ans ou 5 ans, je sais plus. Non, c'est pas vrai. C'est faux, non, ça a duré qu'un an, je sais pas ce que tu racontes. 2016 à 2020, facile. Même pas en rêve, 2008 à 2023. 2008. Ah, 2008, c'est pas de podcast, si je peux non. Oui, non, mais oui, c'est... Bah, en fait, c'est bien, parce qu'en fait, on a quand même lancé pas mal de séries, et bon, là, pour ceux qui suivent, on est au 110e épisode, nom de nom, et c'est normal qu'au bout d'un moment, on termine des sagas, et là, on va terminer La Voix du Tigre, et ça fait un peu comme Le Seigneur des Anneaux, je crois qu'on va verser une petite larme à la fin, parce que le personnage, il va nous quitter, quoi. Ouais, c'est vrai que ça fait un moment, comme tu l'as bien dit, ça a été retardé, il y a eu cette absence prolongée pendant quelques années, et puis on l'a retrouvé avec du bonheur, de la tristesse, de la frustration et de la joie, il y avait vraiment de tout dans cette série, donc voilà. Mais bien sûr, aujourd'hui, nous allons donc parler des mondes de l'Aleph. Allez, venez avec nous, sortez cette sphère de votre sacoche, et allons nous propager dans un autre monde. Alors je dis bien propager car nous sommes des êtres vivants, un peu comme les aliens où on propage notre nid un peu partout. Pourquoi pas, Fred, hein, nous sommes tous des extraterrestres. Alors, de quoi il s'agit les mondes de l'Aleph ? Fred, Les Mondes de l'Aleph est un défi fantastique de 400 paragraphes de la collection intitulée en France Stieg Jackson et Ian Livingstone présente. Mais bien sûr, il y a un écrivain derrière ça, c'est Peter Darvill Evans. Alors, heureusement, ce titre aura une deuxième édition en 96, et voilà, donc ça permet justement de retrouver une nouvelle couverture, de redécouvrir les mondes de l'Aleph. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, voyons voir ce qui s'est passé en 93. Fred, vas-y, balance la mixtape. C'est du vieux son, pardon. Tu as un petit Rage Against the Machine peut-être, ou c'est sorti peut-être un an plus tard, je sais plus. Avec de quoi on va parler, ça va clasher, mais bon, pourquoi pas, si tu le dis. Ah oui, non, là c'est le clash complet. Là. Moi, oui, je suis fan d'un jeu qui est sorti en 93, mais je suis vraiment mordu, j'ai lu les 2 romans, je suis à fond dedans, j'ai joué à tous les jeux. Fred, parle-nous de ce jeu. Oui, alors c'est un peu cryptique pour l'instant, mais... C'est vrai que 90, c'est pas si rétro. D'habitude, on plonge plus loin dans le passé, mais là, 90, et là, notamment 93, les défis fantastiques tardifs, ça nous fait un peu parler d'une nouvelle décennie. Un jeu vidéo culte qui révolutionna le jeu d'aventure en 3D, s'il vous plaît. Il s'agit de
de Myst, pour ceux qui s'en souviennent. C'était des diapositives animées avec des énigmes, une véritable ambiance, une vraie difficulté. Je m'en souviens. C'est un jeu auquel j'ai joué, mais moi, patient comme j'étais à l'époque, ça m'a rebuté assez vite. Je sais que tout un été, avec une bande d'amis, on y essayait d'y jouer. Et moi, à la fin, je les ai laissés, j'allais faire autre chose. Ça me gonflait. Eux, ils avaient avancé au bout d'un moment. Donc, culte, énorme succès commercial, plusieurs suites. Une histoire qui paraît simple, mais qui a marqué les joueurs. C'était le concept était assez fantastique parce qu'on ouvrait un livre, on touchait une image et on s'est téléporté dans une île déserte. Et voilà, plus de 6 millions de jeux sont vendus dans le monde. Je pense que tous ceux qui ont joué à ce jeu, même de façon comme moi un peu succincte, s'en souviennent parce qu'effectivement c'était une vraie révolution et c'était artistiquement et au niveau de l'ambiance c'était assez fort. Mais c'est vrai qu'il y avait aussi une vraie difficulté qui demandait un peu les jeux à l'ancienne où il fallait vraiment se creuser les méninges et persévérer pour trouver ce qu'il fallait faire. Et donc je sais c'est le genre de truc que toi tu kiffes à 200%, quoi. Ouais, moi je suis un grand fan des jeux d'aventure, des point and click, que ça soit avec les personnages sur l'écran comme les LucasArts, les Sierra, ou la vue subjective, un peu comme les Cryo, hein, les Cyan Games, comme la série Myst, bien sûr, Myst, Riven, Exil, Uru, toutes ces suites, des puzzles qui vous demandent vraiment de vous creuser les ménages, et autant que ça soit des plus amusants, comme on peut revenir sur Sam & Max, Full Throttle. Full Throttle, ça m'avait plus botté, tu vois. L'ambiance était plus sympa, je trouvais. Mais il est super, ce jeu. Ah oui, il est génial. C'est un jeu de Tim Schafer qui était derrière. C'est quand même un directeur artistique très connu qui a bien sûr maintenant son propre studio de jeu. Hein. Bien sûr, avec son immense succès de Psychonauts, qui était un excellent jeu de plateforme 3D, très bien écrit. Bref, vraiment intéressant. Myst, quoi. Je pourrais en parler pendant des heures. C'est pour ça que je m'empêche d'aller trop dedans, Fred, parce que je sais que ça peut vite fait devenir les mondes de Myst et pas les mondes de l'Aleph. Non, faudrait pas. Et puis, c'est vrai qu'on a un podcast sur les livres du héros et pas sur les jeux vidéo, même si parfois ça nous titille. Donc, revenons à nos moutons, comme on dit. Et d'ailleurs, oui. sur la couverture, il y a des moutons. Tiens, si je peux partager une seule chose, c'est du trivia sur la saga Myst. Myst, donc Cyan Worlds, les créateurs des jeux. Leur premier jeu, c'était Manhole, et c'était le premier jeu sur CD-ROM. Ah ouais. Voilà, donc comme quoi c'est bien un studio qui savait toujours innover et vraiment proposer des univers. Il y avait beaucoup de méta, hein, parce que Myst, on lit un livre, on plonge dedans. Je veux dire, si c'est pas quand même le lien direct au livre dont vous êtes le héros, Fred, allons-y, plongeons dans un autre univers, sors l'Aleph de ta poche et allons dans un autre monde. Yo, on est où là? C'est quoi ce monde d'égout? Dégoûtant. Oui, les rats sont plus grands que toi, ça va pas. Oh putain. Écoute, justement, amène-nous un petit peu de gaieté dans ce monde lugubre où nous nous trouvons et parle-nous de ce superbe auteur, Peter Darvill Evans. Oui, alors Peter Darvill Evans est anglais, c'est étonnant. Né en 1954 à Buckinghamshire, il commence à 21 ans à travailler dans le milieu d'une usine de textile au service des réclamations. Il a dû s'éclater, le pauvre. C'était pas le travail de ses rêves. Il change de métier assez rapidement, toujours dans le commerce, mais cette fois-ci dans la vente de gros de jeux de société. Ah, déjà on voit peut-être des petites appétences. Ça ne lui suffisait pas. En 79, il quitte son emploi pour travailler pour Games Workshop. Qui ça? Je sais pas qui c'est. C'est quoi ça? Je connais pas. C'est une obscure boîte Games Workshop, atelier du jeu, je sais pas ce que ça veut dire. T'imagines les auditeurs qui nous écoutent, là, c'est leur premier épisode du podcast dont vous êtes le héros, ils doivent se dire, mais putain, mais ils sont cons, quoi, comment ça se fait qu'ils connaissent pas le Games Workshop? Oui, sur des fois, on se demande si c'est pas le podcast sur Games Workshop et John Blanche. Hein, mais oui, de toute façon, pour ceux qui savent, pour ceux qui sachent, Ian Livingstone et... Il faut que je dise ça pour... Et Steve Jackson, ils sont centrales, quoi. C'est un peu les créateurs derrière tout ça, hein. Derrière White Dwarf, Games Workshop, c'est un peu, on va dire, ils font partie de l'équipe pionnier qui créa tout ce monde. Même Fred, on s'écarte du sujet encore une fois. Continuons sur Peter. Ouais, donc qu'est-ce qui se passe pendant le Games Workshop? Ouais, encore un artiste repéré par le Games Workshop.
Il voit il a le goût pour les jeux, c'est important. Il est promu responsable de la vente en gros. Il grimpe les échelons, il devient directeur général, responsable du magazine White Dwarf. Alléluia, mon frère. Oh, putain, Wow. il nous a fait plaisir. Et membre du CA, voilà. Donc, c'est le succès. Jusqu'en la Coupe du Monde, le Carré d'Or 86. Tout s'écroule. Games Workshop déménage loin de chez lui à Nottingham. Et lui, bah, à l'ancienne, mais il fait moi je bouge pas. Je reste dans ma petite région. Et voilà, démission. Donc il s'est pas arrêté là quand même, parce qu'il avait eu, comme on disait, il avait beaucoup de compétences et beaucoup d'appétence pour le fantastique. Il se lance dans l'écriture avec de 3 défis fantastiques, des romans érotiques dans les années 90 sous le pseudonyme de Esme Ombreux, pour la collection pour adultes Nexus de Puffin Books. Donc tout ça, hein, c'est un peu les mêmes éditeurs, vous l'aurez compris. Et pour les éditions Virgin Publishing, il deviendra le chef de collection qui prend en charge de novéliser en roman des épisodes de la série anglaise télévisée Doctor Who. Donc, tout le monde connaît que Doctor Who, pas forcément, mais sachez que c'est une science-fiction anglaise qui est très ancienne, qui cartonne, et donc ils ont fait des romans, comme on peut faire des romans Star Wars, bref. Devant le succès de cette collection, Virgin lui confia de gérer plusieurs collections dans l'érotisme pour le public gay et lesbien. Et en fait, les éditions Virgin s'arrêtent, sa vie professionnelle prend un tournant, et dans les années 2000, il se forme dans le milieu des finances publiques. Il devient inspecteur des impôts, c'est quoi ce bordel? Un mec des impôts qui lit les défis fantastiques, ça n'arrivera jamais, je vous le dis. Ah, c'est chelou. Quelqu'un qui est quand même du CU du Games Workshop, quoi, de White Dwarf, et qui est inspecteur des impôts. Oui, non, mais ça, comme quoi, tout mène aux impôts. En fait, comme quoi, t'as envie d'être pote avec lui, mais pas trop. Bon, faut pas déconner, ce sont des gens comme les autres. Et donc, il abandonne l'écriture et l'édition littéraire, mais il ne renie jamais ce qu'il a fait. Et en fait, tout ce qu'il a fait, c'est encore disponible. C'est pas des œuvres d'art, mais des chefs-d'œuvre, mais c'est encore disponible. Et c'est surtout les livres dans l'euro qui sont disponibles, qui n'ont jamais été réédités à ce jour. Donc c'est un peu le bordel. L'érotisme marche mieux que les défis fantastiques, il semblerait. Ah bon, sans blague? Je sais pas. Bref, en plus, les trucs érotiques des années 90, ça va être un peu cheap maintenant. J'en sais rien. Peut-être que c'est plus libéré de ce qu'il y a aujourd'hui. Oh, peut-être, oui. Et il est désormais à la retraite, et ses loisirs actuels sont le chant, la musique rock et les voitures. Sachez aussi que le titre anglais des Mondes de la Lèvre est Spectral Stalkers. Tu peux me le refaire avec un peu plus de panache, là? Spectral Stalkers. Pas la Fabien, il m'aurait dit Spectral Stalker. Spectral Stalker. Nice. 10 out of 10. We'll buy. Et puis on continue justement sur les... Attends, déjà on va se tirer de ce monde. Allez, vas-y, sors la lèvre de ta poche, Fred. Allez, de l'écrivain, on passe au... Wow, c'est quoi cette jungle? Oh, bah c'est bien ça. Super. Eh ben, on passe justement à Ian Miller. Alors, Ian Miller, c'est un illustrateur britannique né en 1946. C'est lui qui a fait la couverture des Mondes de la Lèvre. Voilà, on le connaît bien également pour ses couvertures du Manoir de l'Enfer et la créature venue du chaos. Alors, son style de dessin est très original. Voilà, il a travaillé aussi bien pour des livres, des magazines, et il a même collaboré pour le film Shrek. Ah! Voilà, donc, dès son enfance, il plonge dans l'univers de l'étrange et du merveilleux. Ça se voit que le mec, c'est sa graine, c'est son dada, il est à fond dedans, quoi, et il maîtrise. Alors, c'est sa mère qui est costumière d'un très grand théâtre à Londres, qui lui rapporte plein d'objets, des pièces dont elle travaille, bien sûr, des props des artistes. Voilà, justement, ça aide l'imagination de Ian Miller et débordante d'idées. Alors ses parents l'encouragent très jeune dans le dessin, voilà, il se souvient que son père lui offrait des quantités de cahiers de coloriage. Par la suite, bien sûr, il étudia aux Beaux-Arts où il apprend la peinture et surtout la gravure qui lui plaît beaucoup. Alors malgré son dessin gothique et parfois macabre, Ian Miller a toujours aimé l'humour, mais on ne lui a jamais demandé un dessin humoristique. Hélas. Quand il ne dessine pas, voilà, il aime raconter que son autre passion, c'est de parler aux chiens et aux lapins. Que veux-tu, hein, c'est comme ça, on a tous nos passions. Il dira dans le blog de Red Moon Chronicles que son objectif dans la vie est de retrouver sa chaussette verte perdue il y a très longtemps. Voilà, on sent qu'Ian Miller a un très bon sens de l'humour. Alors, cette chaussette a comme motif des moulins à vent, et donc, auditeur-auditrice, si vous la retrouvez,
en vous baladant en Angleterre, dans le Royaume-Uni, eh ben on ne sait jamais, voilà, vous savez à qui vous adresser, directement à Ian Miller, qui a aujourd'hui 76 ans, il continue son travail avec sa passion, et je suis sûr qu'il décrochera le téléphone pour entendre que vous avez retrouvé sa chaussette de Don Quixote. On vient de parler justement de l'artiste, discutons rapidement de cette couverture qui, franchement, en jette. C'est un peu j'ai envie de dire, c'est un peu la couverture la plus psychédélique de tous les défis fantastiques. Ah oui, elle dénote pour plein de choses, et moi, elle fait presque penser à un truc moyenâgeux fait par Jérôme Bosch, un peu plus coloré. Mais il y a une vraie ambiance dans cette. Pourtant, la scène est vraiment un peu cryptique. En plus, on comprend pas trop, on comprend pas trop ce qui se passe. En fait, on comprend rien. Ça dénote totalement avec le reste de la production, et du coup, bah, c'est intriguant. Et puis ce titre aussi. Et moi, en fait, je regarde la couverture là en ce moment, et j'ai toujours pas compris ce que c'était la forme au fond là avec. On va essayer de la décrire. Ouais, on va voir ce qui se passe. Alors, on est sur un plateau, un peu une longue vallée, hein, où il y a des grands insectes rampants à travers. Au premier plan, on a un sorte de magicien quadrupède, avec un sorte de peau exosquelette, qui a un bâton magique qui s'attaque contre un sorte de démon vampire chauve-souris planant au-dessus de lui. Derrière ce démon de chauve-souris, on a une entité spectrale qui ressemble un peu à un amalgame de fourrure semi-transparente avec des membranes qui sortent sur les côtés. On reconnaît un peu le visage avec des deux grands yeux, mais ça pourrait aussi être des ailes de papillon, qui le sait. Et puis derrière, donc, on a une montagne, mais une montagne qui est ultra verticale, un peu comme les côtes de l'Angleterre, qui monte, et tout au-dessus, sur ce plateau, se trouve un grand château blanc avec ses toits bien rouges pétants. Il y a une expression américaine que j'aime utiliser souvent, là j'utiliserais parfaitement, ça serait « what the fuck ». Ce château bavarois là, perdu dans la forêt qui est venu sur le plateau, non, elle est intrigante. En plus, elle a le... Franchement, j'adore, moi, ces espèces de cloporte moutons là, qui sont tout chelous. Et puis cette forme au fond... Non, mais en même temps, elle a un côté presque dessin enfantin, je sais pas comment dire, c'est pas forcément si chiadé. Bosch moderne, hein, Bosch enfantin moderne. Oui, c'est un peu ça que ça me fait penser. Ça va loin dans l'imagination, quoi. Ça intrigue. Donc dans un sens, elle est réussie, ou bien elle peut être trop intriguée et faire peur, et donc rebuter. Je serais marrant de voir si... parce qu'on a tous une réaction par rapport à la couverture. On disait, on a souvent choisi le premier défi fantastique pour la couverture. Et donc là, j'aimerais bien savoir s'il y a des gens qui se souviennent d'être tombés sur ce livre, et voilà, est-ce que ça les a fait craquer, ou est-ce que ça les a rebutés? Parce que nous, c'était l'intrigue, le désir total, quoi. En effet, le désir total. Et en parlant de désir total, retournons dans l'univers du Games Workshop. Fred, parle-nous de l'illustrateur anglais intérieur, Tony Hughes. Bah, on n'a pas trop d'infos, on connaît pas son âge. Il raconte seulement que sa mère, dans les années 60, a du mal à s'occuper de lui et ses deux frères. Donc elle leur a acheté de la pâte à modeler, des cahiers de dessin pour dessiner. Pas de jeux vidéo à l'époque, bien sûr. Lui, ça lui plaisait bien, Tony, ses cadeaux. Il commence à dessiner les personnages de ses rêves. Il s'inspire des insectes qu'il trouve dans le jardin. À l'école, il apprendra la gouache, mais plus tard, quand il découvre la peinture acrylique, il ne veut plus changer. Et donc, dans les années 80, il avait une vingtaine d'années, il s'intéresse aux défis fantastiques, aux jeux de rôle. Et là, il envoie des dessins à un obscur John Blanche, qui travaille dans l'obscur Games Workshop, que Tony Hughes, dans lequel voulait absolument travailler, on comprend pas pourquoi. Et forcément, ce John Blanche qui n'y connaissait rien, lui a donné une réponse positive pour faire partie de l'équipe des illustrateurs du jeu de rôle Warhammer Rogue Trader, avec pour moi des dessins qui font très première version de Warhammer. C'est sympa avec ces casques marines à l'ancienne, quoi. Bon, bref. Ouais, qui étaient pointus, c'est ça, comme des... j'ai plus les noms en tête, c'est MK2 ou MK4 ou tout ça, mais bon, bref, c'est le design, c'est le premier design d'espèce marine qui a évolué depuis. Et donc ça, c'était dans les années 80. Dans les années 90, et malgré tout son talent, il a peu de travail. Il sait que Puffin Book recherche des illustrateurs pour la série des Ian Livingstone et Steve Jackson présentes, des défis fantastiques, et il leur envoie un dessin qui s'appelle Daemon Arise, qu'on peut pas vous partager, mais qui est vraiment sympa.
une magnifique illustration en encre de Chine où on voit 2 démons squelettiques et aidés sortir de la terre. Forcément, il fut engagé sur le champ. Et là, c'est là qu'on voit que malgré tout le talent, et même si on travaille, on peut pas forcément en vivre. Et donc, lui, il a dû reprendre ses études. Et il a pris des études de psychologie. Comme il était un peu plus âgé, il est devenu père pendant sa licence. Il commença donc à faire des boulots alimentaires pour s'en sortir, en faisant de l'illustration à côté. Donc voilà, et il s'est aussi formé en tant que tatoueur. Donc on voit que malgré un talent et des choses qui ont été produites, il n'a pas forcément réussi à complètement en vivre. Et c'est là qu'on voit que oui, l'illustrateur, c'est vraiment une passion avant tout, et ceux qui peuvent en vivre, chapeau, quoi. Chapeau, ouais. N'hésitez pas à utiliser toutes les plateformes possibles sur le web, si vous vous lancez dans l'art. Vous voulez vendre vos créations, je veux dire, entre Etsy, Patreon, DeviantArt, je sais même plus si c'est trop utilisé, c'est toujours présent, bien sûr, mais il y a plein d'autres sites web maintenant où on peut diffuser, montrer ce que l'on a, et puis voilà, n'hésitez pas à sortir dehors, comme les pochettes de Brice, que je fais un peu de pub, que je suis sur Instagram, qui vend son art sur les marchés. Je trouve ça fantastique. C'est même merveilleux, je trouve, c'est super. Continuons justement avec donc notre deuxième illustrateur qui a fait la couverture des 2e éditions des Défis Fantastiques, avec bien sûr ces grands titres qui prenaient un tiers de la couverture. Alors c'est Daniel Moignot. Alors Daniel Moignot est né en 1951. C'est un illustrateur français, et alors qu'il dessine à un emploi administratif au cours d'un voyage scolaire, Daniel rencontre un réalisateur de films d'animation. Les 2 hommes sympathisent et justement Daniel décide de changer sa vie, changer de carrière, changer tout ce qu'il avait prévu de faire. Et il apprendra les techniques d'animation et il travaillera pour des séries télé, notamment pour la série Raon, ainsi que plusieurs publicités et films d'entreprise. Et c'est en 1988, il décide de se consacrer uniquement à l'illustration des livres. Et donc il rejoint l'équipe de Gallimard, puis il travaille pour plusieurs éditeurs, mais toujours pour la jeunesse. Cette couverture, deuxième édition, Fred, je la trouve sympa, elle est moins psychédélique, mais elle a un côté quand même, j'ai envie de dire dark fantasy, un peu rêve, tu sais, un peu comme ce dark fantasy qu'on peut retrouver dans oh mince, comment ça se fait que j'ai oublié l'histoire sans fin. Donc on a un guerrier avec une épée dans le dos, avec une armure un peu qui est différente, plus exotique, et qui fait face donc à un grand serpent bleu craie, et ils sont dans l'espace où c'est un ciel rouge avec des étoiles. Enfin, il y a quelque chose de mystique. Je trouve que t'es gentil, parce que moi je la trouve complètement foirée. Je trouve qu'elle fait trop enfantine, qu'elle souffre de la comparaison déjà de l'image en elle-même et même de la qualité du dessin. Et moi, en fait, j'ai l'impression de regarder un dessin animé pour enfants qui passe très tôt le matin, avec une animation moyenne. Et non, je sais pas, moi je trouve qu'elle est... elle fait presque peur, et que je me dis, si c'est ça la qualité des dessins de la 2e version, laisse tomber, quoi. Quand je la voyais avant, cette couverture, je pensais à un dessin animé justement du matin, de notre génération, la Gen X. Peut-être, on peut dire aussi les tout premiers Millennium. Millennial, excuse-moi, Millennium. Mais les premiers Millennial. Je cherche la série en français si elle existe. Oui. Ça s'appelle Le Tourbillon Noir. Est-ce que tu as connu The Pirates of Darkwater? Pas du tout, non. C'était début années 90. C'était une série de pirates, un peu un mélange de dark fantasy avec Sinbad. Et un peu tous les pirates en mer, enfin tout ce côté très aventure des 7 océans, et ça me fait penser à ça, cette couverture. Donc voilà, ceux qui connaissent cette série, Le Tourbillon Noir, moi ça m'évoquait ça. Et, enfin voilà, c'est marrant que tu l'évoques. En effet, on pense tous les deux à un dessin animé, un peu plus enfantin. Malgré que cette série n'a pas duré parce qu'elle était trop mature, le sujet était assez sombre, donc ça n'a pas trop plu. Chaîne de télé. La chaîne de télé. Et puis bien sûr au podcast on aime bien parler des traducteurs-traductrices. Là il s'agit d'un traducteur qui se nomme Yannick Surcouf. Surcouf à Paris, la bonne époque. Mais Fred, parle-nous de Yannick Surcouf. Yannick Surcouf, oui, c'est un breton de souche, ça veut dire il touche à tout dans le domaine artistique. Il commence sa carrière comme traducteur pour les éditions jeunesse avec les livres dont vous êtes le héros.
Et aussi la fameuse collection Chair de poule, Goosebumps, chez Bayard. Il enchaîne le travail et les traductions, mais il est également passionné par l'art, et il est aussi donc graveur plasticien. Et lui, il a décidé d'exposer ses œuvres de façon assez régulièrement. Et lui, sa technique, c'est se servir de plaques de plâtre pour faire ses créations. Il a même été le directeur artistique d'une revue qui s'appelait Magazine des Arts pendant quelques années, à partir de 2014. Et donc lui, il continue à faire à la fois ses projets artistiques et à vivre de la traduction. Donc on peut dire que lui, il a bien tiré son épingle du jeu et qu'il est toujours actif. Voilà, donc vous voyez, il était déjà actif dans les années 90. On peut dire qu'il a une grosse production. Grosse production, mon gars. Oh putain, comment tu m'as réveillé d'un coup, là. Écoute, je suis en train de... Bah oui, on va bientôt faire notre petite pause musique, mais Fred, avant cela, j'avais une annonce générale à faire à tous nos héros et nos aventurières, parce que je me pose la question depuis un bail, je sais que toi et moi aussi, mais on a pas mal d'auditeurs, surtout cette année, on a eu, à ce mois-ci bien sûr, donc jusqu'à août 2022, on a eu énormément d'auditeurs des États-Unis, et je suis curieux en fait, de qui nous écoute. Et il y a l'Oregon, l'Ohio et Virginia. Et donc voilà, je voudrais savoir si vous nous entendez. Hello, bonjour. Et puis s'il vous plaît, si vous voulez bien nous écrire et nous raconter comment est-ce que vous nous avez découvert, hein, les Américains, dites-nous, car nous sommes très curieux de comment notre podcast, je veux dire, on a quand même eu 16 400 écoutes de l'Oregon, Fred, en un an. Qu'est-ce qui se passe? Et oui, je suis vraiment curieux. Il y a un cours de français, c'est comme au Japon, il y a un cours de français avec le podcast. Non, c'est étonnant, oui. Ben ouais, c'est très étonnant. Et d'ailleurs, c'est marrant que tu parles des 7 jours. Si vous m'entendez cliquer, si je suis en train de regarder nos statistiques. Et puis oui, c'est bien que tu l'évoques du Japon, parce que nous avons nous avons eu 2 récemment, là, dans les 7 derniers jours, enfin dans la semaine dernière, nous avons eu 2 nouveaux abonnés de Kamakura, du Japon. Alors je voudrais savoir si Jean-Michel, si tu nous écoutes, est-ce que ce sont des amis à toi, ou voilà, si ce n'est pas, bienvenue au podcast, ça nous fait plaisir, on est très international et c'est cool, quoi. On a même des gens de Budapest, de la Hongrie qui nous écoutent, l'Algérie, à Alger. Ah, c'est bien parce que... je me demandais si en Afrique, au Maghreb, où on avait des écoutes, tout ça, c'est cool ça, moi je suis content de ça. La Suisse. Ouais, le Mexique, Fred. On a un abonné du Mexique là de la semaine dernière, Zurich, la Suisse, et puis la France, bien sûr, le Québec, l'Allemagne avec Francfort. On a un abonné de Francfort qui nous écoute. J'ai dû faire de la boucherie. Et comment tu prononces Francfort avec l'accent allemand, Fred? Francfort. Ok. Cool. Voilà le petit moment international. Allez. Fred, pause musicale. Écoute, avant de se téléporter, je te propose, je crois que ça ira parfaitement avec le mood de ce podcast, mais du psychédélique, qu'en dis-tu? Ah oui, avec une couverture pareille et puis une thématique pareille, parce que pour l'instant, vous avez rien dévoilé, juste un défi fantastique tardif, les gens ne le connaissent pas forcément. Absolument. Et ben voilà, allez, c'est parti. On va s'écouter justement du psychédélique, du post-prog psychédélique rock d'un groupe français. J'adore ce mélange. À chaque fois que tu le cites, je sais qu'on n'est jamais déçu. Du prog c'est précipichu. Hein. C'est cool. Du psychédélique prog rock. Voilà. Le psychédélique prog rock avec le groupe français Artzoid et leur morceau qui s'intitule Sortie 134, deuxième partie. Sacré trip.
Ouvrez votre esprit. Moi, ça m'a fait du bien cette musique. Du coup, j'ai fouillé dans mes poches et je me souvenais de l'Aleph. Et là, nous a emporté tous les deux dans un super monde qui est le Final Fantasy Fest. On se retrouve. Le temps de voir 2 secondes ce qui s'y passe. Moi, j'ai bavé sur un t-shirt Games Workshop encore avec, sur les orques qui le vendent que dans le Fucking Fantasy Fest, j'allais dire. Voilà, bêtisier. Et Fighting Fantasy Fest, et putain, moi, ce t-shirt orc orange, là, il me fout, je sais pas comment je vais faire. Bah, JC, hein, Jean-Christophe Comont. Ouais, mais le pauvre, c'est une mission missionnée, là. Mais le pauvre, c'est vrai qu'on lui demande souvent pour des objets et des choses, voilà. Et je suis sûr qu'il va nous dire, mais non, c'est bon, ou plutôt qu'il va nous dire, ah, vous faites chier. On sait pas. On sait pas quoi s'attendre avec JC, c'est toujours un plaisir. Allez, c'est parti Fred, discutons. Pendant qu'on est au Fighting Fantasy Festival, tiens, il y a une table là, viens, on se pose ici. Et puis discutons de l'introduction de ce livre. Alors Fred, j'ai envie de te dire que l'intro, moi, j'en suis tombé amoureux de cette page. C'est juste une simple page pour amorcer l'aventure. Et de quoi il s'agit? Bah écoute, on nous décrit qu'il y a un festival, mais voilà, on est à l'intérieur d'une tente. Il se passe énormément de joie et de bonne humeur et de curiosité à l'extérieur. Mais on a choisi de venir ici à un regret, car on voit un divin, un cartomancien, qui sort son jeu de tarot. C'est un petit vieux, et notre personnage lui décrit bien, merde, je viens de perdre une pièce d'or pour ça, quoi, fait chier. Mais bien sûr, la lecture des cartes est intrigante. La mort fait surface, où notre personnage se dit tiens donc, mais après une carte neutre, une carte en fait sans rien, et c'est là il nous dit qu'il va nous arriver un destin très particulier. Écoute, moi j'aime bien dès qu'on me parle de jeu de tarot dans les livres, parce que c'est un jeu de cartes bien sûr qui a tellement de symboles, qui est très très vieux, qui est symboliquement, comment dire, c'est toujours intéressant de parler du destin, de la lecture des cartes comme ça, donc là j'ai été mordu immédiatement. Surtout que le livre que je suis en train d'écrire, mon propre livre-jeu, comme tu sais Fred, mes talents de fiches de personnage, tout est basé sur le jeu de tarot, donc voilà, quoi, je suis mordu. Et puis une sorte de divination aussi, à un moment. Qui arrive assez tôt dans l'aventure d'ailleurs. Mais oui, il y a plein de trucs, donc forcément j'ai lu ça, je fais ok mec, c'est bon, Peter Derville, Evans, tu m'as harponné, et c'est avec plaisir, quoi, je suis à fond dedans. Alors, continue un peu sur cette intro, qu'est-ce que toi t'en as pensé Fred? Bah effectivement, quand on est dans le vif du sujet, et puis c'est vrai que c'est toujours un peu sympa les divinations, ça met un peu de mystère parce que c'est toujours un peu cryptique, et d'ailleurs je reviendrai là-dessus parce que bref, moi il y a quelque chose que j'ai trouvé assez cryptique dans le livre, et on pourra peut-être en parler, ça va peut-être te faire marrer, mais... Ouais, on reviendra sur notre critique. De toute façon, là, on peut faire comme d'habitude. On va pas. Alors, ça va être un peu particulier, les auditeurs, parce que de quoi il s'agit? Dans ce livre, vous allez voir, en fait, on va trouver un objet. Si vous l'avez vu, comme on a structuré notre podcast, à chaque fois qu'on se téléportait, il va nous arriver la même chose. On va trouver donc une sphère qui va nous téléporter. Alors, bien sûr, il y a une façon très spécifique que nous trouvons cette sphère. Tu veux en parler, Fred? Parce que j'ai trouvé ça assez... Encore une fois, je crois qu'on va abuser du mot, mais complètement psychédélique, what the fuck. En gros, oui, il y a le porteur de cette fameuse sphère, l'Aleph, qui tombe du ciel. On le sait pas encore, mais c'est qu'il vient de se téléporter dans notre monde. Et il tombe sur nous. Il baragouine 2-3 râles. Comment tu dis ça? C'est bon, ça. Oui, avant de mourir. Et en gros, c'est démerde de ziziche. Tiens, voilà le globe. Qu'est-ce que t'en fais, homme? Tu le gardes, parce que ça va pas l'aventure. N'importe quoi, c'est bon. Et le mec, je sens que toi, depuis la tente où t'as payé une pièce d'or, toi t'es resté comme le personnage à se dire, mais c'est quoi tout ça là? Déjà, je vois un divin, je perds de la thune pour que dalle, qui montre une carte qui a pas été illustrée, et maintenant il y a un mec habillé dans un truc de chauve-souris qui se crache et qui me file une boule, quoi. Oui, après, le dessin, il y a un dessin qui est sympa, et c'est vrai qu'en plus, ce qui est marrant dans l'intro, c'est qu'on dit, vous avez 10 pièces d'or, mais bon, comme vous venez d'en utiliser 2 pour votre divination, on n'a plus que 8. Je fais, les enfants, ils choisissent déjà pour moi, ça c'est l'intro, donc ça nous tombe dessus, et en fait, dès qu'on regarde le globe, en fait, on regarde le globe, puis le globe nous englobe, et on se téléporte, de monde en monde, parce qu'en fait, ça a l'air d'être un globe très puissant. Parce qu'il y a, de toute façon, il y a quelqu'un qui le recherche, forcément. Et ça commence un peu comme ça.
Donc oui, c'est vraiment dans le vif du sujet. Et effectivement, en plus, il nous parle du monde, mais j'étais pas sûr si c'est sur Titan. En fait, si, c'est bien sur Titan. C'est un continent, j'ai oublié son nom. Je sais pas si tu t'en souviens, toi. L'ancien Titan, c'est le monde du Titan, mais attends, parce que je sais qu'il y a l'ancien monde, c'est là où se passe sorcellerie. Alantia, c'est là où se passe la plupart des aventures. Je crois que c'est là où on se trouve. Je sais qu'il y a des uber fans beaucoup plus mordus que nous que le lore du monde connecté des défis fantastiques. Donc, bien sûr... il me semble qu'on est dans un continent de Titan. C'est que je me souviens, peut-être que je me trompe avec Alantia, j'en sais rien. Sorry. Mais oui, voilà, on met à culpa tous les deux. On s'en fout, pour le coup. Voilà, c'est ce que ça me démange de le dire depuis tout à l'heure, mais bon, en même temps, je t'aime, mec. Mais ça me plaît quand même. Ça me plaît quand même. Le continent, il s'appelle Cool. Cool, oui, cool. Et on est dans une ville qui a un nom allemand. Oui, Neubourg, je crois. Neubourg. Ouais, Neubourg. C'est très Warhammer, ça. Oui, mais ouais. Exact. Mais alors, bien sûr, qu'est-ce qui va se passer dans cette intro? Fred, vas-y, parle-nous, justement, parce que le premier monde que l'on visite est obligatoire, c'est Limbo. On va vraiment dans le monde de Limbo, dans une grande bibliothèque. Et par la suite, voilà, on va voyager dans différents mondes, d'où la particularité de ce livre, c'est que plusieurs lectures, on va voir justement si Fred et moi, nous avons vécu les mêmes mondes ou pas. Mais Fred, parle-nous de ce monde obligatoire qui est Limbo. Oui, après, tu sais, moi, j'aime bien dire qu'il y a des petites spécificités dans les défis fantastiques au niveau des règles. Et là, il y en a une. On a une espèce de jauge, qui est une compétence qui s'appelle détection. En fait, il faut savoir, c'est que l'espèce de créature ailée qui a perdu le globe, elle est morte, qu'elle s'était fait attaquer par des spectres. Les spectres du titre anglais. Et en fait, qui sont lancés à la poursuite du porteur de l'Aleph. Celui qui est porteur de l'Aleph, les spectres le recherchent. Et donc, il le recherche dans le macrocosmos, je crois qu'ils appellent ça dans le bouquin, macrocosmos. Le multivers, j'ai envie de dire, moi, à la Moorcock. Il guette dans tout multivers. En fait, plus on fait d'actions dans les mondes qu'on va aller, plus on se fait repérer. Donc, on a une jauge de détection. Vous jetez 3 dés de 6, et si c'est supérieur ou égal à votre score, bah, vous êtes invisible pour eux. Par contre, si c'est inférieur, on voit qu'à 3 dés de 6, quand même, on a un peu de chance de louper, quand même. Les spectres chasseurs. Ouais, les spectres chasseurs, c'est des grosses... c'est les antagonistes de l'histoire. Donc voilà, il y a cette jauge en plus. Et donc, ouais, la bibliothèque, elle est... c'est un peu un non-lieu, en fait. C'est une espèce de lieu central qui est soumis à aucun monde, et donc qui est énorme. Donc je sais que, par exemple, il y a un premier choix qu'il y a à faire, qu'on n'est pas obligé de s'attarder, mais à savoir si tu sonnes ou si tu y vas tout seul. Moi, j'ai essayé de tout faire tout seul, mais peut-être te connaissant, toi, t'as sonné. Oui, j'ai sonné. Et donc ouais, moi il y a quelqu'un qui m'a accueilli, je lui ai dit qu'est-ce que c'est que cet objet, qu'est-ce que j'en fais, il me dit ah bah tiens, va au bureau des objets spéciaux quoi, c'est en bas de ce couloir, fais gaffe, le mec c'est un blagueur et fais attention de pas lever son comptoir. Donc tu sais c'est un peu les bureaux comptoirs comme les anciennes postes quoi, où tu sais tu ouvres le haut de la porte, comment ça s'appelle ça, a un nom spécifique non? Porte cochère, j'ai envie de te dire, mais ça doit pas être vraiment ça. Ouais. Peut-être. Mais donc moi j'ai rencontré le grand blagueur et puis c'est un mec qui nous dit voilà c'est un objet qui contient tous les mondes voilà mais avant cela il y a un petit moment rigolo, il nous a bien dit que c'était un blagueur, c'est qu'en ouvrant la porte il y a un seau d'eau qui me tombe sur la gueule donc je suis complètement arrosé. Le mec il se marre, ça le fait bien rire, blabla. Mais voilà, il me dit bien qu'on a un objet, alors il faut justement qu'on aille le remettre. Je crois qu'il faut retrouver le Globus, c'est ça, il s'appelle l'antagoniste de ce livre qu'on rencontre qu'à la fin, Golbus. Golbus, il faut qu'on au monde Ziggurat, et il faut qu'on fasse gaffe aux spectres chasseurs, parce que le plus on se téléporte, si on se fait voir par eux, voilà, comme t'as dit, cette règle spécifique de la détection. Et puis, il me file un truc sympa, une potion qui me fait boire, enfin, je choisis de la boire, je lui dis, bon, il va pas me faire une deuxième mauvaise blague. Et puis en fait ça m'assèche immédiatement et ça s'appelait le cicator, voilà, donc il m'a offert cette potion. Alors, je lui ai dit bon ça va me servir, j'en suis sûr. Mais voilà, donc déjà on a notre intention, on sait quel est notre objectif et je vois tout de suite dans quel type de livre-jeu on va se retrouver. C'est un peu des chapitrages, des segments d'aventure, ce qui est pourquoi pas, c'est toujours sympa et c'est bien le cas. Fred, au total j'ai fait 7, 8 9, 10, j'ai fait 10 voyages différents sans compter Limbo. Bah, t'en as fait un de plus que moi. À partir du compte la citadelle comme A à la fin. Oui, c'est ça, j'ai compté la citadelle comme le 10e. Oui, c'est ça, ouais, on a le même.
Ok. Bah, on va voir si on a fait différentes aventures, je l'espère. Donc toi, c'est un peu la même chose qui t'est arrivé, toi, à Limbo? Comment t'as eu l'objectif Oui, sauf principal? que moi j'ai pas sonné, donc j'ai erré comme une âme en peine. J'ai erré pour. On dit vraiment que j'ai marché pendant des heures. Première porte, j'ai pas osé rentrer. La deuxième porte, j'y suis allé, mais je suis tombé sur Wayland, là, celui qui nous fait la blague, là. J'ai dû payer Wayland Yutani. Ouais. j'ai dû payer 4 pièces d'or pour rentrer. Et donc, oui, effectivement, il nous donne. Si j'avais trouvé un livre aussi sur le chemin, quand même, qui était sur les sorciers, un des seuls livres que je pouvais lire. Et donc, j'ai pris des infos sur Globus. Mais en fait, moi, Globus, j'ai cru que c'était le mec qu'on devait retrouver pour lui donner la lèvre. Pour te dire quand même qu'il y avait un truc qui était pas clair au départ. Et effectivement, Wayland, il nous donne des infos comme quoi il faut se déplacer le plus possible. Faut pas laisser trop d'empreintes dans les mondes dans lesquels on va. Sinon, notre détection va être plus facile par les spectres. Il faut guetter les signes circulaires et trouver Cryptoglyphos, je crois. Donc c'est un peu les infos qu'il nous donne. Et je me souviens que la sortie est guidée et gardée par un nain. Il nous dit où est-ce que tu veux aller. Il nous dit tu peux aller partout où tu veux. Et donc là c'est le début de l'aventure, parce qu'en fait on se laisse guider par la Lef. Et ça va être un voyage en saut de puce, j'ai envie de dire en téléportation quoi. Mais donc là en fait je reviens vite fait sur ce choix-là, parce qu'en fait comme on a entendu parler de la planète Ziggurat où il y a Globus qui s'y trouve, on nous demande quand même si on veut essayer d'imaginer à quoi ressemble la planète Ziggurat et de s'y téléporter ou faire confiance à la Lef. C'est un des seuls moments où vous aurez le choix, parce qu'après le choix se fait en fait sur un jet de dés. C'est aussi un truc qui fait que forcément vous n'aurez jamais la même aventure. Ouais, c'est sympa, et même ça vous permet justement de choisir différents passages. Mais Fred, ouais, on va voir justement comment s'est passé ce hasard des mondes. Mon premier monde, moi, c'était Den, tu sais, du film Métal Hurlant, donc l'œuvre de Richard Corben, avec John Candy, qui fait la voix de Dan en anglais. Je me téléporte dans un monde où je vois que je suis pris captive, je vais être pris captive par des sorciers qui avancent vers moi sur une sorte de temple, et je peux me battre ou me rendre, je me rends, bien sûr je me fais sonner, je me réveille dans une carrosse, et il y a un mage autour de moi qui est en train de me causer, et puis là on se fait attaquer, il y a une flèche qui rentre à travers cette carrosse. Ça transperce le mage, j'en profite pour m'échapper, mais voilà, le carrosse, les chevaux, ils perdent le conducteur, je crois qu'il est mort ou quelque chose, il perd le contrôle, les chevaux ils foncent à travers la route, le carrosse, il y a une des roues qui tape une pierre, ce qui me projette du véhicule, et puis voilà, je me retrouve par terre, et c'est là où je sors la lèvre de mon sac pour m'échapper avant qu'il m'arrive d'autres misères de ce premier monde. De toute façon, celui-ci, si vous avez le choix d'être guidé par la Lef, vous tombez dessus. Donc moi aussi, je suis tombé là-dessus. Donc c'est un peu passé pareil, oui. C'est le chef. Ils ont une religion avec un dieu sanguinaire, une offrande pour leur dieu Glund. Et en fait, effectivement, pendant la bataille, ils se sont empoisonnés, ils nous demandent de l'aide, et si on l'aide pas, on l'achève. Et on arrive à s'enfuir. Et on récupère une rune sur les cieux, une rune anti-elfe de forme circulaire. Parce que je sais pas pourquoi, dans chaque monde, on a l'impression qu'il faut qu'on récupère un objet qui ressemble un peu à la lèvre, donc à une forme circulaire. Et là, donc, c'est cette rune anti-elfe. Le protège moyeux. Ouais, le protège moyeux. Du coup, c'est là la première fois qu'on vous dit, maintenant, jetez un dé, et si c'est pair, vous allez à telle direction, si c'est impair, dans telle direction. Donc moi, je me suis barré à noter ce que j'ai fait. Donc là, j'ai fait impair pour changer de monde. Vas-y, dis-moi alors. Toi, t'étais où? Je suis tombé sur un monde aux humanoïdes verts. Ils sont faire une espèce de rituel pour rappeler leurs ancêtres. Et comme j'apparais, ils me prennent pour l'un d'eux. Du coup, ils me disent que la situation est grave, il faut qu'ils fassent le rituel jusqu'au bout pour que les néa. Et ils créent une espèce de gemme du sommeil qui avait l'air énorme. Donc je m'en empare et je me suis quitté, je me suis barré. Je sais pas, j'ai pas cherché la suite. Moi, c'était la même chose, je suis allé dans le même monde que toi. En fait, c'était un objet qui leur permettra de vaincre un titan. Ils commencent à réciter une formule magique, et c'est là on se dit, allez, il est temps de se tailler. En fait, le bouquin, souvent, nous propose, en fait, des fois, on arrive, il nous demande tout de suite si on veut repartir ou pas, presque. Et
Et si on creuse un peu, bah voilà, des fois, il nous arrive des petites histoires, et des fois, c'est quand même assez court l'un dans l'autre. Mais après, on n'est pas allé au bout de tous les cheminements. Je pense que assez rapidement, moi, comme il me disait qu'il fallait pas trop s'attarder, dès que je voyais que je trouvais l'objet du monde, je me cassais, quoi. Alors, je t'admets, Fred, moi j'ai fait justement, je relisais les segments pour voir un petit peu, tu sais, à quelle longueur ils avaient, quoi. Est-ce que c'était plutôt court ou est-ce qu'ils étaient plutôt lents? Il y en avait juste quelques-uns qui étaient lents. Par exemple, celui-ci, si on continue, enfin j'en ai fait d'autres, ou si on continue, on meurt. Enfin, si on n'a pas un objet spécifique, la situation est foutue. Mais ça se résout souvent en 4 choix, quoi, maximum, je dirais, en moyenne. C'est à peu près ça. Donc on a souvent le premier on arrive, le deuxième qui est la première rencontre de situation, et troisième c'est là où on nous donne un choix de nous barrer ou de rester. Si on reste, après on a toujours ce 4e choix où c'est là, est-ce qu'on a un objet spécifique ou pas, ou sinon on est mort. Voilà. Donc par exemple, moi il y a eu un voyage, on les fait un petit peu dans le désordre parce que ça n'a pas vraiment de structure scénaristique, ce qu'on est en train de faire. Mais moi je me suis retrouvé en fait j'ai apparu au fond d'une roulotte où il y a un magicien et son assistante, une femme chat, qui sont en train de faire le résultat du sort, comme quoi ils m'ont fait apparaître. Donc le magicien dit bien à la femme chat, là, son assistante, de m'amener en arrière-salle de la roulotte. On y va, et c'est là en fait où je vois la fille. En plus on me dit c'est la fille du baron. Je me dis mais comment je sais que c'est la fille du baron? Je sais pas, c'est écrit sur sa robe, et elle est dans une cage, et elle dit attention, le magicien il va revenir, libère-moi. Alors c'est là on se dit, sinon tu veux faire quelque chose, la libérer, ou est-ce que tu veux te tirer? Ah, je dis ok, allez, je vais voir ce qui se passe si je reste. Et en fait, le magicien il revient, et on se rend compte que c'est un vampire. On voit ses canines acérées qui arrivent vers nous, et on nous dit bien, si vous avez un objet d'argent, vous pouvez vous combattre contre lui. J'en avais pas, et je meurs. T'as vraiment pas le choix, c'est soit t'as l'objet, soit t'es foutu. Ah, tu peux fuir. J'ai fui. Ah, ok, tu peux fuir, ouais. Et puis voilà, j'ai pris le monde de la lèvre et j'étais ailleurs. Est-ce que... Donc tu l'as fait aussi, ce monde, toi, le magicien? Ouais, mais il est pas arrivé... Il est arrivé 2-3 mondes après. Oui, voilà. Oui, il y a eu un truc avant, moi, alors c'est la ville où il y avait un peu plus d'histoire. C'est un monde en ruine. Voilà, on arrive dans une ville abandonnée où il y a un marché avec des étalages complètement vides, abandonnés. Et puis il y a des villageois qui apparaissent au fur et à mesure, qui me voient, et qui leur demandent de l'aide, que leur potier a disparu. Et je me dis, ok, pourquoi pas, je vais aider des gens. Donc c'est bien sûr le but, quoi, c'est de jouer le héros dans ces livres. Alors j'y vais, ils me disent la direction, j'y vais, et là je rencontre un golem qui bloque l'accès à une caverne. Alors c'est un golem pas de pierre, mais c'est un golem comment ça s'appelle, la matière dont il est... De glaise. De glaise. De glaise. Et donc je me dis, mais oui, j'ai une potion pour ça, le cicator, quoi, qui absorbe l'eau. Donc j'utilise la potion de Wayland, que je balance sur le golem, ça absorbe tout l'eau, le golem il veut m'attaquer, mais juste en bougeant, ça fait craquer sa corpulence, et puis il se casse la gueule, quoi, il tombe en miettes. Et il y a même une petite écriture sadique qui dit que notre personnage s'amuse à taper les pierres par terre ou à marcher dessus. Je me dis, mais ok, bon, j'avais pas envie de la jouer comme ça, quoi, mais bon, ok. Et puis voilà, on sauve le potier, et puis il nous offre une boîte avec 2 pièces d'or, et voilà, quoi, on se retéléporte en par ailleurs. Tu l'as eu, ça? Ouais, je l'ai eu, en fait. Moi, j'ai même acheté une bougie lumineuse au marché, oui. Qui a coûté un peu cher. Et effectivement, en fait, les villageois, ils te parlent que leur ermite, il a disparu. Ils te disent, bon, est-ce que vous voulez quitter ce monde ou est-ce que vous voulez en savoir plus? Ils te disent, oh, il est par là. Et tu trouves la caverne avec le golem qui t'interdit d'entrer. Le cicator, effectivement, je l'avais aussi, donc l'effet était radical. Et c'est là qu'on se rend compte en fait que l'ermite il avait disparu parce qu'en fait il était prisonnier de sa créature. Le golem il était trop rigide, il le laissait pas sortir non plus. Donc le mec en fait il est bien content qu'on lui ait buté son golem, et donc il nous donne aussi une boule de glaise qui est l'objet sphérique de ce monde-là. Voilà, donc je veux dire, cette séquence-là était plutôt sympa, quoi. Oui, parce qu'il y a un peu d'aventure, il s'est passé quelque chose. Le magicien aussi, mais c'était très très court, quoi. Il n'y a pas vraiment eu de... Le vampire, c'est très court. Ouais. Vas-y, raconte-moi un autre, toi. On va voir. Là, pour l'instant, on a un peu vécu les mêmes aventures. Hein. Ouais, bah là, moi, une qui m'a marqué plus au niveau de l'ambiance qu'autre chose. C'est une espèce de monde... c'est une espèce de steppe ou de prairie, bon bref. On voit tous les animaux fuir, mais en silence. Un peu comme au ralenti. Et là, on se rend compte qu'ils sont poursuivis par des chasseurs, mais des chasseurs, c'est des géants. Des géants énormes,
complètement silencieux, qui foncent dans notre direction, parce qu'on est entre eux et donc en fait on peut s'accrocher à la selle d'une des montures en furtif sans qu'ils nous voient. Tellement ils sont énormes, et on récupère un corps de chasse dans lequel on peut souffler ou s'abstenir. Et moi je me suis abstenu, mais je l'ai gardé, et après je suis sorti. Mais j'ai trouvé que ouais, là, il y avait vraiment une ambiance dans ce monde-là, mais encore une fois c'était très 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 court. Tu vois, il y a un segment à 4-5 choix quoi, maxi quoi. Je l'ai pas vécu ça. Ah, c'est cool. Enfin, quelque chose de différent. Est-ce que t'as vécu le monde sous la terre avec les elfes? Non, ça me dit rien, ça. Ok. Écoute, moi j'étais téléporté dans un monde et justement j'apparais devant les elfes. Des elfes antagonistes, on va dire. Hein. Surtout pas nos amis. Qui veulent nous sacrifier pour leur dieu, et on voit qu'ils sont sous terre, leur village, leur ville, tout est sous terre. Et donc j'utilise le protège moyeu qu'on a récupéré de une de nos aventures précédentes, qui fait peur aux elfes. C'est le cas, ça me permet de m'enfuir, mais avant de m'enfuir, c'est intéressant, il y a le prêtre qui vient me voir et qui me dit « Écoute, si tu viens d'un autre monde, est-ce qu'il y a un extérieur ? Est-ce qu'il y a un dehors de ces cavernes ?» Et j'ai trouvé ça top, c'est une petite ligne de dialogue qui ajoute beaucoup d'ambiance et de personnalité quoi, à ce monde souterrain. Ça me faisait penser beaucoup à la machine à voyager dans le temps. Tu sais, quand à la fin du film, ils sont sous terre, là, chez les... Bref, ça me faisait penser à ça. Et j'ai pas cherché à lui parler, je m'enfuis, parce que bien sûr, c'est le prêtre des elfes. Je sais pas ce qu'il va tenter de me faire, un coup de couteau dans le dos. Mais j'ai trouvé ce moment assez intéressant, voilà, ça me permet de visiter vraiment un monde triste. Un monde assez flippant. J'ai eu aussi un autre truc rapide, c'est Fred, j'ai pensé à toi direct, parce que c'était un peu de science-fiction. Alors bien sûr, ce n'est pas décrit de tel, parce que notre personnage ne comprend pas les machines, mais il y avait une illustration pour accompagner. J'étais dans une salle de recherche, avec un homme dans un fauteuil à gravité. Métron, le cartographe. Oui, Métron le cartographe, son fauteuil, ça me faisait penser à celui du professeur Charles Xavier dans X-Men, c'est le fauteuil jaune qui plane. Et justement, il nous montre des cartes, des cartosphères, des planètes circulaires, des globes, encore une fois. J'ai rien à lui montrer parce qu'il est curieux, il nous traite toujours de barbares, c'est rigolo. Ah, vous les barbares. Et puis à la fin, j'ai rien, il me dit, écoute, prends quand même ces 2 pièces d'or. Et puis voilà, je m'en vais. En plus, on peut rester, on peut fouiller un petit peu, mais j'ai pas trop envie de l'énerver, donc j'en profite pour sortir la lèvre de mon inventaire et de me téléporter. Tu l'as eu, toi t'as eu ça ou tu l'as eu, c'est ça Ouais, je l'ai eu, moi j'ai laissé étudier un de mes objets, je lui ai donné le corps que je venais d'avoir là, et en fait il le bousille. Oh merde. Et en plus il le critique, et ouais, et puis moi il m'a vendu un globe semblable à la lèvre mais qui représentait Titan. Ah cool. Donc, et qui était de forme circulaire, donc je me suis dit ouais c'est l'objet circulaire de ce segment, donc je l'ai pris. Et ce qui est marrant avec lui, c'est que donc lui en fait Métron, une espèce de machine à téléportation, il est à peine étonné qu'on ait, il fait tiens j'ai pas eu la visite depuis longtemps, qu'est-ce que tu fous là, t'as été téléporté, on sent qu'il est quand même un petit peu habitué. Et donc là vous pouvez vous téléporter avec la LEF ou par sa technologie à lui. C'est une petite subtilité quoi. Donc là je me suis téléporté avec sa machine. Et alors moi, écoute, je peux partager une dernière aventure avant qu'on parle justement du dernier niveau, un peu la fin du livre. Est-ce que toi, t'as eu cette maison hantée ? Oui, avec la forteresse hantée, tu veux dire ? Ouais, voilà, en fait, on est dans un salon, et puis il y a 2 personnes qui bloquent la porte, et puis qui commencent à étendre les bras et qui nous poursuivent. Alors, je sais pas si c'est des vampires, des zombies, et en fait, on se cache dans la maison, on trouve une chambre d'un enfant, ferme la porte, et puis ils y rentrent pas, donc je décide d'y rester, j'ouvre pas la lèvre, enfin je sors pas la lèvre, je préfère y rester, mais c'est bien écrit là, Peter Darville, Evans, il décrit la scène où c'est notre peur, la psychologie de la peur et de l'obscurité qui déforme les objets devant nous, donc la peluche, on a l'impression qu'elle nous regarde, les ombres s'agrandissent, le cheval à bascule de l'enfant, c'est comme si il s'excitait, bref, il y avait toute cette ambiance très poltergeist. Et puis c'est là où je sors le porte-bougie, la porte-chandelle, je l'allume, et bien sûr, la lumière dissipe nos peurs. Et voilà, ça me permet justement de retrouver tous mes sens. Et je trouve aussi une petite boule avec un clown à l'intérieur. Donc ça, voilà, je récupère ça, encore une sphère de plus. Et puis je sors la lèvre et je téléporte.
Oui, bah ça, je l'ai vécu aussi. C'est vrai que ça, celui-ci, c'était très court, mais au niveau de l'ambiance et du souvenir, c'est ça qui m'a plus marqué. Et moi, il y en a un que j'ai trouvé sympa aussi, et en plus, qui m'a fait faire deux choses que j'ai pas fait ailleurs dans le bouquin. C'est à un moment, on retourne sur Cul. Il dit, ah tiens, je reconnais, là, je suis chez moi. Et on se rend compte que l'ambiance est beaucoup plus décrépie. On tombe sur une espèce d'auberge où il y a un garde devant, quoi, le tenancier. Il nous oblige presque à y rentrer, en fait. On sent le piège arriver, mais je sais pas pourquoi. On y va quand même, donc elle est vide, on mange comme un roi, on va dans la chambre. Après, non, je crois qu'on peut manger à ce moment-là, donc là on refuse parce qu'on sait que ça va être drogué. Et là, il y a des gobelins, il y a deux gobelins, un ou deux gobelins, parce que moi j'ai attendu de voir ce qui se passait, donc je pense qu'au début il y en a un, puis si vous attendez trop, il y en a deux, donc moi j'en suis tapé deux. Et en combattant contre eux, en fait, là, il y a un spectre chasseur qui arrive, donc on fait notre premier test de détection. Et surtout, on gagne en détection. Donc voilà, donc c'était mon premier et seul combat de toute l'aventure contre des gobelins qui étaient de très faible niveau. Donc c'était, bref, c'était de la marmaille. Et le chasseur qui intervient, mais qui me trouve pas, donc un peu comme les Nazgûl qui cherchent Frodon, c'est la terreur. Et ce point de détection qui arrivait dans ma fiche de perso. Après, j'en ai jamais eu d'autres de points de détection et j'ai jamais eu d'autres combats. Et j'en ai eu qu'un seul, moi, un point de détection aussi, vers la fin. Mais j'ai jamais eu de combat aussi. Mais ça, je voulais en parler dans notre critique, je crois que ça va être intéressant, parce que c'est une structure de défi fantastique inordinaire, j'ai envie de dire, très différent. Très 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 différent. Peut-être parce qu'on est vers la fin de la collection, donc on expérimente, hein, un peu comme... c'était quoi celui qu'on a lu, la Tour de la Destruction, c'était ça ? Oui, la Tour de la Destruction, oui, qui était... Où on sent que c'est les limites. Là, on sentait vraiment que c'était les limites des possibilités, qui étaient... Tu sens que l'écrivain a envie de faire plus, mais les règles sont trop restreintes. Pendant qu'ici, c'est utiliser cette formule, mais pour faire autre chose. Donc voilà, on reviendra là-dessus sur notre critique. Écoute, parlons du dernier monde, hein, finissons l'aventure. Tu veux nous emporter vers la fin, Fred ? Ouais, alors ce qui est intéressant, c'est que donc là, vous passez de monde en monde, vous devrez récupérer vos petits objets circulaires, vous savez pas trop où ça vous mène, franchement. Nous, ce qu'on attend, c'est de tomber sur le monde de Ziggurat. Et là, à un moment, le livre nous propose un choix. Est-ce que vous avez besoin de réponses pour savoir à quoi servent tout ce que vous avez récupéré, ou voulez-vous, en gros, terminer ? Moi, je me suis dit, bon, j'aimerais bien... Je trouvais pas trop... En fait, Globus, moi, je pensais que c'était le mec à qui on devait remettre la lef. En fait, l'autre, c'était le messager qui s'était fait buter pendant son trajet. Et même en faisant des recherches sur lui, il disait juste que c'était un magicien. Donc, moi, j'ai cherché des réponses. Et on arrive dans l'ordre de Séméillon. Et ce qui fait plaisir à ce stade de l'aventure, c'est ce putain de labyrinthe. Il y a un putain de labyrinthe dans ce monde-là, quoi. Donc je pense que t'as dû te délecter comme moi, même s'il est pas... Mais j'en ai pas eu, moi. Ah ouais ? Non, t'as voulu en découdre direct. Je sais pas, écoute, moi ça allait assez... comment dire, moi je suis arrivé donc dans le dernier monde, en fait j'ai eu beaucoup de pèlerinages. J'ai eu 4, 5, 6, peut-être 5 accrochements, enfin accrochements je veux dire des transitions, des choix différents, où je suis dans la forêt, puis je parcours un chemin en bord de côte, puis après côte maritime, pour enfin arriver dans une autre forêt, puis de m'approcher d'une grande montagne, et puis là je vois la forteresse au loin, et c'est là où je décide de rentrer dans la forteresse. J'y vais, je m'y retrouve à l'intérieur, et au bout d'un moment je me fais... Je crois qu'il y a des ennemis qui arrivent, mais je me cache, je me propage, et là en fait je vois une elfe, une reine des elfes qui a été capturée, donc je décide de la libérer. Bien sûr, elle me dit ok, merci beaucoup. Maintenant il faut qu'on aille détruire Golbus. Par la suite, on rentre dans une autre salle où il y a une projection de lumière. Je sais pas si on veut nous décrire un laser ou un saut de lumière d'énergie. Un lasso. Un lasso, d'accord. Mais t'es sûr que c'était Princesse Elfe, c'est pas une femme crapaud? Baracha, c'est ça? Ouais, Baracha, c'était la princesse des elfes, la reine des elfes. Mais non, c'était une femme crapaud. Oh merde, attends, il faut que je relise ça, parce qu'on nous disait que c'était la reine des elfes. Oh. Des Vikings, je sais pas quoi, il y a un dessin, c'est un des seuls dessins d'ailleurs qu'on n'a pas parlé, mais dans la VF, les dessins intérieurs, je crois que s'il y en a 5 ou 6... Ouais, il n'y en a pas eu beaucoup, hein. Et ils sont sympas, hein. On en a pas trop parlé des dessins, ils sont chouettes. Ouais, c'est des dessins que je trouve... Ouais, Tony Hughes, je trouve qu'il a une super patte, quoi. C'est chouette, ces illustrations font rêver, et en effet, il y en a très très peu.
Et en fait, j'aimerais bien. Je me trompe peut-être, je m'excuse, je sais pas pourquoi je pense à Reine des Elfes, alors si c'est le cas ou pas, mais en effet, il y a une puissant personnage qu'on sauve, mais on se fait absorber dans ce piège, ce lasso, mais c'est elle qui nous pousse, qui se fait absorber, et justement elle se sacrifie pour nous libérer. Ouais, alors moi j'ai envie peut-être en revenir un peu en arrière, parce que moi effectivement, Ouais, on est arrivé vas-y. là, qu'elle a fait scène finale, j'ai juste ce fameux labyrinthe. J'ai pas vécu ça, moi, tant mieux, Ah ouais j'ai pas eu de labyrinthe, non. Donc c'était le monde pour trouver des réponses, soi-disant à notre périple un peu anarchique. Et en fait, il y a une espèce il y a souvent plusieurs portes, et sur certaines portes, il y a un symbole, je crois que c'est un cercle et un triangle, bref. Et ils vous disent, bah effectivement, regardez, et puis en plus le dessin nous dit qu'il y a, en fait, il y a un labyrinthe qui nous attend, mais qu'il y a un dessin dans le livre, donc on peut se référer au dessin si on veut faire le labyrinthe. Je n'ai jamais trouvé ce putain de dessin. Je sais pas, ils l'ont foutu encore, mais dans la VF, il y est pas. Donc, ce serait intéressant de voir si ceux qui ont joué à la VO, ils l'ont eu. Et j'ai vu qu'aussi, à la fin, dans les derniers paragraphes, en fait, ils avaient fait un copier-coller, je sais pas comment ça s'appelle à l'époque, mais ils ont mis, à la fin d'un paragraphe, ils ont mis le milieu d'un autre paragraphe. Donc c'est les éditions, on a l'habitude, c'était le bordel, de toute façon, pris par-dessus le coude. Et bref, donc il y a une espèce de labyrinthe assez complexe non, mais qui peut rapidement nous faire tourner en rond, parce qu'on peut retourner au départ, en fait, si on prend pas les bonnes portes. Et si on fait court, on tombe sur j'ai marqué Necronomicon, mais il ne va pas s'appeler comme ça, mais un truc dans le genre, Necronomio, je sais plus, qui lui est un allié de Globus, mais qui maintenant veut se venger. Il nous demande de l'aider à se venger. Moi j'ai refusé. Bon, il dit bon, pas grave, tu m'as arrêté d'une bonne aide. En fait, on comprend à demi-mot qu'il s'occupe d'une espèce de Frankenstein. Et il nous dit, bah en gros, là, derrière cette porte, t'as un accès direct à la forteresse de Globus. Donc fais-toi plaisir. Et en fait, il nous met dans les pattes de sa créature, qui est une espèce de gros monstre énorme, mais complètement débile. On voit qu'il aime bien les breloques. Donc grâce à la gemme du sommeil là que les hommes verts nous avaient fait, je détends son attention et je me casse. Et là, on rentre par un accès dérobé à la forteresse de Globus. Et là, il y a une des premières morts que j'ai fait. Il y a une espèce d'escalier piégé. En plus, le paragraphe qui t'expliquait comment ça marchait était coupé, il n'y avait pas la fin, donc c'était une espèce de compte mathématique qu'il fallait faire. T'avais 3 ou 4 choix, je sais plus. Bah, oh là là, mais j'ai rien vécu de tout ça, moi. Ouais, c'est dingue. Mais c'était la partie la plus longue que j'ai faite en choisissant un monde, quoi. Et après, effectivement, je suis tombé dans la citadelle. Et en fait, tout de suite, on tombe sur la prison avec la femme crapaud, pour moi. Elle nous dit, je t'accompagne. Le chapitre suivant, elle meurt. sacrifie pour nous, pour se prendre l'espèce de rayon, l'assaut de lumière qui nous en sert. Et après, c'est Globus, que moi je pensais donc était notre allié, qui est l'antagoniste. Je fais merde, putain, mais j'ai vraiment rien compris à ce bouquin. Il est protégé derrière un prisme, parce qu'il sait que sa vie est en danger. Ça, j'ai vécu, ouais. Donc là, on se retrouve quand même. Ouais, c'est la scène finale, quoi. Alors, dis-moi, comment tu l'as eu, toi ? De façon assez logique, en fin de compte. Je suis quand même mort une fois, faut avouer. Parce qu'en fait, il est là, il est là derrière son prisme. En gros, il nous dit, file-moi la lef. Si on refuse, il est pas très content. Donc là, il nous menace un peu. Il fait apparaître les spectres chasseurs qui cherchent le porteur de la lef et qui ont l'air imbattables. Et c'est là qu'il y a une petite subtilité. Je sais pas si tu. Oui, comme il a appelé les chasseurs, qu'est-ce que je fais ? Je lui donne la lef. Et donc, il y a un petit passage rigolo où, dans son dialogue, il dit « Mais voilà, j'ai la lef !» Et puis les spectres chasseurs s'attaquent toujours à ceux qui ont la lef. Et puis, bien sûr, on sait très bien qu'il va se faire défoncer par les spectres chasseurs, qu'on vient de lui passer la sphère. Donc, j'ai trouvé ça rigolo. Ouais, une description assez horrible de sa mort. En plus, on dit limite que nous, on va vomir sur place, tellement il prend cher, quoi. Mais ouais, vas-y, c'est rigolo, décris-la, toi. Ou c'est ça, c'est une nuée de spectres qui se jettent sur lui dans son petit prisme. Il se fait dévorer vivant à une vitesse éclair, et à la fin, il reste qu'il y a un tas de poussière et des tripes. Ça a été rapide comme tout, et bien dégueu, parce que les spectres, ils font pas ça dans la dentelle. Donc voilà, même nous, on se dit, bon, il est mort, mais personne mérite une mort pareille.
Et oui. Et après, je sais plus trop ce qui se passe, mais... Oui, on est amené au 400e où on nous remercie, je sais pas quoi, mais on nous ramène chez nous. Oui, en fait, on était porté chez nous avec de l'or plein, de l'or, mais plus d'Aleph. Et tout ça, c'est envoyé en 5 lignes. Merci, ciao, au revoir. Classique, les classiques fins de 400e bidon des défis. Et encore celui-là, ça va, c'est pas comme certains on a eu, c'est bravo, vous avez réussi votre aventure, tout se passe bien. Et il y a quand même, voilà, on nous dit bien qu'on a un sac rempli de pièces d'or, on a plein de trésors, et puis ça nous permet justement de retourner à Newburgh avec plein de thunes à dépenser. Voilà, on a un navire prospère devant nous. Donc voilà, que de mieux comme petite fin. Mais en effet, c'est coupé court. Fred, sortons l'Aleph une dernière fois et rentrons dans notre... Ouais. Non, je vais faire un jeu de mots pourri. L'Aleph, la quel degré tu veux? La brune, la blonde, la radieuse Sors les deux, sors la sphère et la bière. Moi, je veux bien une rubis, s'il te plaît. Ah, t'es comme ça, toi. C'est les rubis qui te... Ouais, après ce qu'on vient de vivre, là, je veux bien quelque chose de serein. Serene. You're serene. Ouais. Fred, oh merde, on est où? Oh merde, je crois que j'ai merdé, on se retrouve dans les backrooms. Backrooms? Tu vois que c'est pas un backstab dit un backdraft? Ça me va, moi. La maison des feuilles, on est foutu. Oh là 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 là, bon, ça y est, on est perdu à tout jamais, on verra s'il y aura un prochain épisode. Peut-être que ça sera le dernier podcast dont vous êtes le héros, vous verrez bien. Mais là, on est mal barré. Écoute, on y est, il faut pas faire trop de bruit, sinon on va se faire choper par je sais pas quoi, ce qui parcourt ces couloirs au néon buzzant avec des papiers peints beige terribles. Fred, la critique. Écoute, tu commences toujours, est-ce que ça te dit si j'y vais en premier? Oui, c'est naturel tout ça. La critique, écoute, je l'ai bien communiqué, l'introduction, j'en suis tombé amoureux. J'ai beaucoup aimé le fait qu'on nous parle de cartes de tarot, de destin. Cette approche, on peut dire, le classique, l'appel du héros, dans l'écriture cinématographique et du héros, c'est super, quoi, c'est exactement ça. Et je sens que l'aventure est limitée en fait par le nombre de paragraphes ou de pages de la collection des Fighting Fantasy, des défis fantastiques. J'ai vraiment l'impression que Peter Darville Evans, il avait beaucoup plus à dire, parce que dans ces certains passages où l'aventure est développée, par exemple le golem, ou la fin surtout du livre, où il se passe beaucoup de choses, même le petit passage un peu demi-développé, comme celui du mage et de son assistante femme chat, il passe du temps à nous décrire ses aventures, et sa plume, je la trouve superbe. En peu de lignes, il nous décrit quand même l'ambiance, l'atmosphère, le décor, les personnages et leur attitude envers nous. Ce qui est pas souvent quelque chose qu'on voit dans les défis fantastiques, parce que on va dire juste Peter, hein, Darville, je vais dire Darville Evans, non, Peter. Parce que Peter se donne un défi quand même assez difficile en réalisant ce livre, c'est qu'il s'oblige à raconter plusieurs fois de suite différents univers. C'est un défi pour un écrivain, parce que ça veut dire que à chaque fois, il va falloir que tu recrées, que tu réinstalles, que tu redécrives un monde où ton aventurier, nous, le lecteur, se retrouve pas de suite dedans, quoi. Donc, le défi est là, je le trouve réussi parmi sa limite, mais en effet, je trouve que le livre y perd. C'est trop peu, je pense que j'ai vraiment l'impression qu'on aurait pu avoir beaucoup plus de richesse si ce n'était pas limité par ce nombre de pages ou la deadline qui lui a été proposée. J'ai trouvé l'aventure intéressante, innovante, parce que voilà, on n'a pas fait de combat, c'était basé sur des projets, des objets. Je trouve qu'il n'y avait pas assez de puzzles, ce qui est dommage, ou plutôt des mondes où on pouvait nous mettre dans des situations où il fallait pas que les résoudre avec un objet. Je trouve que ça laquait d'innovation, c'était un peu répétitif, où c'est si on a l'objet on l'a, on réussit, si on l'a pas tant pis, il faut se barrer. Je trouve que ça aurait été sympa avec des choix de conversation judicieux, ou peut-être du savoir venant des autres mondes, juste le fait qu'on ait appris des choses, voyant par exemple le collectionneur de constellations du futur, peut-être qu'il nous révèle des choses par rapport à un monde qui va bientôt exploser. On se téléporte dans ce monde, on retrouve les détails qu'il nous a racontés, on sait que ça va bientôt exploser, peut-être qu'on peut sauver ce peuple. Bref, c'est pas obligé, le résultat n'est pas obligé de nous livrer de l'or ou des objets magiques, ça aurait été bien de juste vivre un peu plus de création de personnages, d'aventure, d'avoir vécu vraiment une épopée fantastique.
Mais je trouve que c'était trop basé sur le fait de trouver des objets qui nous permettent à la fin de résoudre les énigmes de fin de jeu. Moi, oui, j'ai oublié d'en parler, mais je me faisais capturer à la fin et en détruisant le globe avec le clown à l'intérieur. C'est le clown qui défait nos nœuds. Pour moi, j'ai dû mal lire. Hein. C'est pas la reine, alors c'est la femme crapaud qui a décrit Fred. Mais ouais, voilà, je trouve qu'il y avait un potentiel, mais qui a soit été limité et aussi un manque à l'écriture. Ça aurait été sympa d'avoir juste vécu une aventure et pas juste de trouver l'objet caché dans ce monde. Un peu déçu là-dessus. Mais voilà, je trouve quand même qu'il y a quelque chose d'intéressant, mais voilà, le choix de l'exécution n'est pas la plus amusante. Mais c'est quand même quelque chose de différent, ce qui est sympa à lire. Voilà, Fred. Oui, je te rejoins un peu. En fait, moi, ce que je trouve, c'est que au début, on est emballé. Effectivement, on est emballé. On se dit tiens, ça change. On quitte Titan. On va forcément avoir des aventures un peu plus exotiques encore, parce que là, on va être juste les limites, ce seront l'imagination de l'auteur. Et on se prend au jeu. On fait des mondes. Il y en a qui sont intrigants. Il y en a qui sont plus communs. Là, c'est nous entrer un monde. Il y a toujours une petite chose. Il y a ce fameux objet circulaire là, mon Dieu, qu'est-ce qu'il est important, qu'est-ce qu'il faut le récupérer, c'est le chemin de la Lef, il faut absolument le prendre, d'accord. Puis au bout d'un moment, bah, on enchaîne les mondes, là, on fait bon, bah, ok, mais en fait, où est-ce que ça mène tout ça? Et moi j'étais un peu perdu, je vous ai dit, parce que moi Globus, je pensais que là, l'espèce de homme volant qui était mort devant nous avec la lèvre, je pensais qu'il allait remettre le globe à Globus, ça me paraissait logique, Globus, bref. Et moi j'étais vraiment à côté de la plaque, et je me dis bon, ils disent est-ce que vous voulez avoir plus d'infos sur ce qui se passe vraiment, qu'est-ce qu'il faut faire? Je me suis dit bah banco, j'ai plein d'objets, ce que je vous ai pas dit, mais en fait dans chaque monde on récupère des objets, je peux vous faire la liste vite fait, vous allez voir qu'en fait c'est assez... il y a un tout et rien, donc il y a le cicator qui nous aide à buter le golem. Après, donc il y a la rune anti-elfe sur le chariot qui est servi après. La gemme du sommeil, moi je m'en suis servi contre l'espèce de Frankenstein géant. J'avais récupéré l'enseigne de l'auberge dans laquelle il y avait le traquenard avec les gobelins. La chandelle lumineuse, qui est un objet qui nous sert dans différentes scènes pour passer un meilleur moment. La boule de glaise. Ah si, la boule de glaise c'était spécifié... elle faisait des soins contre la magie. Et c'était pas trop précisé quand est-ce que tu pouvais l'utiliser. La carte du prestidigitateur vampire était circulaire. Le corps de chasse, le globe de Titan qui était circulaire, un papier, un crayon pour faire le plan du labyrinthe, mais d'un VFC complètement passé à la trappe, et le globe de clown. Donc que des objets circulaires, que des objets où l'auteur insiste un peu sur « Ah, vous l'avez pris, ah, ok, c'est cool, tu l'as pris ». Je me dis, bah, tout ça, je m'attendais à ce qu'il y ait une potion, un peu comme on avait fait dans le dernier bouquin, avec la Jovanciane, ou je sais pas quoi, là, où il fallait un certain nombre d'objets pour que on atterrive à un certain stade du monde de Ziggurat, qui avait l'air d'être en étage, tout ça, bon bref. Moi, j'étais complètement perdu, et en fait, moi, je me suis trouvé dans ce labyrinthe, et j'ai pas eu plus de réponses. Je suis tombé sur Globus, et je me suis dit, bah, en fait, c'est l'antagoniste, c'est pas c'est le méchant. Et, moi, j'ai trouvé que ça manquait de fil directeur, ça manquait de but, tout simplement. Et que au bout d'un moment, les sauts de puce et téléportation, ça devient un peu, j'allais dire, artificiel, en fin de compte. Et surtout, le fait qu'on ne peut pas vraiment choisir son chemin, qui est la plupart du temps au hasard. Et là, je me suis dit que c'était quand même joué avec des règles de base des défis fantastiques qui sont quand même le choix. Savoir où on veut aller. Et vous voyez, malgré ça, j'ai l'impression qu'on a fait exactement les mêmes mondes à une ou deux exceptions près. Donc moi, c'est un peu ça que je reproche à c'est un peu comme toi, c'est-à-dire que c'est des bonnes idées, mais pas exploitées de la meilleure des façons, et que les scènes les plus oniriques, les plus saisissantes étaient les plus courtes, presque. Donc c'était un peu dommage. Et que cette fin, pour moi, c'est une fin torchée, quoi. Il y a 3 choix à faire face au Globus, tu le butes, il n'y avait pas vraiment de combat, donc ça c'est pas une mauvaise chose en soi. La fin est un peu cinématographique. Et après on a ce paragraphe 400 qui est envoyé, je crois que c'est le plus court de tout le bouquin. il doit faire 5 lignes ou 10 lignes. Emballer, c'est peser, merci monsieur, à la prochaine. Je suis un peu mitigé parce que un bon concept, une bonne base, un certain talent d'auteur, mais je trouve qu'on aveugle trop, on avance trop à l'aveugle et qu'on est un peu perdu dans les tenants les aboutissants et que ça
Et à côté, après, presque, merde, je me téléporte, quoi. J'étais bien dans ce monde-là, là. Ça y est, c'est fini. Bon, allez, je me téléporte tout, là. Je suis dans la carriole avec la femme chat. Qu'est-ce que je fous là? Ah, elle veut que j'aille derrière, allez. Ah, putain, c'est un vampire. Moi, je me casse, il lui paraît balèze. Ouais, et après, vous sautez encore un autre truc. Moi, j'étais assez dubitatif et surtout que j'ai trouvé que la règle de la détection n'était pas du tout utilisée. Parce que, moi, à part une fois, si je me suis fait détecter, j'ai jamais eu de score qui a augmenté. 3D de 6, c'est vraiment qu'il doit y avoir des occurrences normalement, mais toi ou moi on n'en parle pas. Je pense que il y a certains mondes peut-être où il faut plus creuser, il y a plus de choses à faire, entre guillemets, qui ne vous servir à rien sauf à vous faire gauler. Je sais pas. Mais en tout cas, tous ces objets circulaires là, qui sont soi-disant la voie de la LEF, là, je ne sais pas à quoi ça sert de les récupérer, ils vont servir à rien. Juste pour dire peut-être que t'étais au bon paragraphe et que t'as fait la bonne chose, je sais pas. Pour moi ça reste un mystère, c'est tous ces objets à récupérer qui à la fin nous servent à rien du tout. Bref, après j'ai trouvé que c'était plaisant, que l'auteur était pas trop vache avec ses joueurs, pas beaucoup de combats, ça changeait. C'est un peu difficile en fait de se positionner sur ce bouquin-là, ce qui est tellement en fait, moi je trouve vraiment à part dans la production des Défis Fantastiques que c'est du mal de l'étalonner par rapport aux autres. Et du coup je suis un peu dubitatif par rapport à ça. Et je sais que si on devait donner une note, je sais pas ce que ça serait, 20... c'est quoi le symbole J'ai ma note de près, moi. Je vais le noter sur... tu sais quoi Allez, pourquoi pas, on va le noter sur 4, le truc inordinaire. Je vais le noter 2 psychédéliques prog rock sur 4. Moi, tu m'embêtes un peu, parce que pour une fois, je voulais mettre une demi-note. Bah, c'est un peu une demi ce que j'ai fait, parce que je l'ai fait sur 4 au lieu de 5, donc c'est un 2.5, on va dire, quoi. Typiquement, moi, c'est un 2.5 Archimage, je sais pas quoi, Globus. Ouais. Non, je pense qu'on peut autant adorer comme autant détester, comme rester dubitatif, je sais pas, je pense que c'est un livre assez clivant, mais au moins je reconnais que moi j'aime beaucoup quand les auteurs ils se creusent les méninges et qu'ils nous font vivre des situations cocasses. Ça avait sauvé un ou deux bouquins de Herbie, sans ça aurait été un peu une purge. Mais en t'écoutant, c'est ça, hein. Ouais, vas-y, excuse-moi, vas-y. Non, mais donc là, je suis content de l'effort de l'auteur, je reconnais que c'est quand même bien fait, mais j'ai pas totalement eu mon intérêt, ni mon... Je trouve que oui, effectivement, ça a dû mériter autre chose. En fait, je reste un peu sur ma faim. Je suis d'accord, c'est vraiment ça, on est sur notre fin. Comme je t'ai dit, moi j'aime beaucoup l'introduction, je suis vraiment tombé amoureux de cette première page parce que j'ai trouvé ça fantastique, c'est tellement une belle façon d'amorcer une aventure que c'est dommage qu'on retrouve pas... Enfin, c'est même pas qu'on retrouve pas, parce que ça a été bien fait, et puis il y a certains passages amusants, mais encore une fois, c'est pas à fond exploité, quoi. On sent une limitation, on sent que ça atteint vite fait un plafond, et voilà, ça arrive pas à le dépasser, et je me demande si c'est à cause de la formule, ou peut-être c'est son idée, quoi, mais il y a un manque. Il y a une envie, et il y a pas de... ça livre pas, quoi. C'est un peu comme si t'appelais ta pizza, elle prend 1 heure à arriver, et quand elle arrive, il y a rien dessus à part de la sauce tomate, et peut-être 3-4 rondelles de pepperoni, j'ai envie de dire, mais en France, ça serait quoi? Des jambons? Des bouts de jambon, on va dire? Non, des merguez. Des merguez, des merguez, cool. Là, ça me manque, ça se fait longtemps que j'en ai pas eu. Ça se mange pas ici, c'est dommage. Ouais, bref, voilà. Écoute, Fred, ça fut quand même un plaisir de se retrouver tous les deux, parce que nous sommes complètement... Bah non, là, on est dans la merde, on est dans les backrooms. Écoute, ma poule, on se quitte, mais avant cela... Pendant qu'on est dans les backrooms, je te propose de célébrer nos Patreons. Oui, parce que on est content de les avoir, on a de bonnes relations avec eux, c'est vrai qu'on commence à se connaître, et vous voyez, ils nous aident aussi pour la programmation, ils nous aident pour les jeux de rôle, on s'amuse bien, donc nous on est content de les saluer, puis ça fait partie de la promesse. Exactement. Eh ben allez, on attaque, on y va, et je te propose d'inverser les rôles, vas-y en premier. Ok, c'est y part. Rendons à César ce qui est à César, et on remercie Damol. Et puis par la suite, Simon Lasso, Space Perino, Vulcan et Heavy Flamer. Ça manque un peu de rock-attitude. Oh, j'essaye de mon mieux. Peut-être je le fais en anglais, avec un accent américain. Ah yeah, ça serait funky. Ok, j'essaye. Simon, the Assault Space Marine with the Heavy Flamer and Vulcan. Brother, we must roast. Ça fait déjà ça en gêne plus déjà. On a toujours aussi Ems le Joukiner.
Et puis Jean-Christophe Comon, le nain de notre partie de l'œil noir. Lorcan, le grand maître parano global et master de l'œil noir à 16 heures. Et puis le pro des jeux vidéo rétro, Dorn JV. Nicolas Tonnelier, salut Nico. Ludo, salut Ludo. Quelqu'un qui a commencé en aventurier et qui est passé héros, alors mais c'est grandement, en plus c'est une sommité des usants de héros, qui s'occupe de la page Facebook, c'est Laure-Anne. Merci Laure-Anne. Merci beaucoup. Par la suite, Sébastien, salut Seb. Suivi de son compère Sébastien Bélézy. Et puis bien sûr, l'incontournable, toujours présent, qui crée des objets et des choses spéciales dans son laboratoire, le docteur Io. Yann Couder. Et puis suivi, bien sûr, de l'incontournable, Guillaume Vendée. Le ninja furtif, là, j'ai reconnu. Il est passé ni vu ni connu. J'ai voulu innover, mais c'est vrai que un épisode du podcast maintenant, c'est voilà, il faut quand même que tu le fasses, Fred, vas-y. Oh, je suis malade, j'ai la voix tout enrouée. C'est très bien, comme ça va. T'es obligé, je veux pas savoir, y a pas d'excuse. Regarde, je tous comme un gutéreux. Ninja! J'ai fait enregistrer des super ninjas par ma fille, je sais pas si je te les ai envoyés, on s'en servira. Oui, mais oui, il faut que je les utilise, excuse-moi, mais oui, ils sont géniaux, ça. Aventurière, héros, nous voici donc à la fin de ce 110e podcast. Ce fut un plaisir d'être avec vous, toujours depuis plus de 10 ans maintenant. Hein. Le podcast continue très fort, on est vraiment heureux d'être toujours là, et puis encore pas mal de choses, encore un podcast pour cet été, et puis nous rentrons dans la saison d'automne, la suite et fin de l'année 2023, et Fred, cette fois-ci, il faut pas qu'on oublie, on a donc une salve à faire pour nos éditeurs. Oui, ça avait bien marché, puis nous on aime bien, parce que la musique c'est vrai que c'est important aussi, et surtout il y en a beaucoup d'auditeurs et de nous-mêmes qui aimons bien lire en écoutant une ambiance musicale derrière, donc une petite salve, ouais, ça serait sympa, ouais. Et ben voilà, c'est promis, ça va être fait. Allez, on se quitte sur un disque de Arzakel avec le morceau intitulé Queen Saint Gang. Oh. Merci de votre écoute et à bientôt pour la fin de la Voix du Tigre. Absolument, la voix du tigre. Ninja! C'est juste terrible. Allez, ciao tout le monde, salut. Tchou tchous.